Voilà comment l'image aurait été formée, avec le tissu qui est déposé sur un support plat, le corps déposé sur les tissus, et le tissu qui tourne autour de la tête pour revenir sur la face antérieure du corps et y être déposé. Ça donne une image que vous voyez ici, qui est l'image antérieure. Enfin, quand je dis que vous voyez, on la devine plus qu'on ne la voit, on est d'accord. C'est pas une image qui est fantastique. Et d'ailleurs, je l'ai vu de très près, je l'ai vu à 2 mètres. Objectivement, quand vous êtes à 2 mètres, vous ne voyez strictement rien, que les taches de sang. Le reste, c'est une espèce de flou artistique. On ne voit rien, rien du tout. On commence à voir au-delà de 3-4 mètres. Donc il faut se reculer pour le voir et commencer à voir apparaître cette image. Elle est donc fort discrète, c'est ça que je veux dire. Voilà l'image postérieure ici, et puis vous avez des zones de prélèvement qui sont en partie supérieure du linceul. Là, je les ai encadrées de blanc. La zone de prélèvement, vous voyez ici, ce sont des petits prélèvements qui ont été faits, qui ont été distribués à travers la chrétienté pour des gens importants que l'on voulait honorer, etc. C'est la même chose ici, sauf le petit carré là, que vous voyez qui est un peu plus blanc. C'est le site où l'on a fait les prélèvements pour le dosage du carbone 14. C'est là que ça a été fait. Et donc, si vous le regardez bien, vous voyez qu'ici il y a une ligne. En fait, la partie qui est là au-dessus, c'est une partie qui a été ajoutée. Personne ne sait à quelle époque ni quand, telle qu'elle date d'ailleurs de l'époque où le drap a été conçu. Il n'est pas dit que c'est un ajout tardif. Et d'ailleurs, vu la couleur du tissu, vu son aspect, la plupart des auteurs pensent que cet ajout a été concomitant à la création du linceul dans son ensemble. Mais néanmoins, il y a un ajout. Il est tissé exactement de la même manière que le reste, et donc on peut penser qu'on a juste voulu agrandir la toile dans sa largeur en créant cet ajout à l'époque. Ensuite, il y a des traces de brûlure. Alors je vous cite et je vous indique que cette trace de brûlure date d'avant 1532. Pourquoi 1532 ? Eh bien parce qu'en 1532, il a failli cramer. Dans l'incendie de la chapelle de Chambéry, il a failli disparaître à cause du feu. Il était dans une boîte de plomb, et les traces de cet incendie, vous les voyez là, ce sont ces zones qui ont été brûlées, ici, là, et à ces différents endroits entourés de ronds. Et vous voyez ici aussi une marque de brûlure, d'enfumage en fait, sur les 2 bords qui se trouvent là. Donc, ces traces-là, on sait qu'elles sont antérieures à l'incendie de 1532, mais elles ne sont pas répertoriées. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand elles ont été produites, ni ce qui les a produites. C'est une inconnue de l'histoire. Mais elles sont super intéressantes, c'est pour ça que j'insiste dessus. Elles sont super intéressantes sur le plan historique, on va y revenir. Alors, comme vous voyez ces coutures ici qui sont un peu flambées, on peut penser que le tissu était replié ici vers l'intérieur et par-dessous, là, même chose. Il était plié à cet endroit, il était plié ici, il était plié là. Et il se trouvait plié de cette manière-là et présentant la face à l'intérieur d'une cassette en argent qui, l'argent, fond vers 500 degrés. Donc, lors de l'incendie qui dépasse en général les 500 degrés, cet argent a fondu, a commencé à fondre, et ce sont des gouttelettes d'argent fondu qui sont tombées sur le linceul en ces endroits et qui l'ont brûlé. Heureusement, pas à hauteur de l'image, ça aurait été dommage de la perdre parce qu'elle est intéressante, mais en dehors de cette image. Alors forcément, puisqu'il y a un incendie, on tente de l'éteindre avec de l'eau et on se retrouve avec des auréoles qui tapissent tout le linceul. Alors pourriez-vous qu'il est complètement détruit? Pas du tout. Vous allez voir qu'il y a moyen d'en dire énormément de choses. Cet incendie finalement n'a pas, comment dire, vraiment détruit le tissu, en tout cas pas en des zones qui sont intéressantes et importantes. À travers l'histoire, je serai court et bref parce que je ne suis pas historien, et ça c'est le rôle des historiens, chacun son job. Il y a en tout cas dans les livres qui racontent l'histoire du linceul et les livres qui se rapportent à l'histoire du linceul, ne font pas que la raconter, il y a une expression qui est utilisée qui est celle de Mendelian. Le Mendelian est décrit dans ses livres comme un morceau de tissu qui présente le visage du Christ. Le visage du Christ que l'on aurait essuyé. Et de là est née l'idée de Véronique. Véronique, ce qui n'est pas la contraction de vera icona, contraction d'un mot latin qu'un mot grec qui voudrait dire la vraie image, mais plutôt qui viendrait de Bérénice. Véronique est un personnage très tardif. Et si vous lisez les évangiles, et même si vous lisez les évangiles apocryphes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du canon de l'Église, qui sont apocryptènes, donc cachés aux yeux et à la lecture des fidèles, mais que vous trouvez dans la collection de la Pléiade sans problème, c'est en 2 tomes, vous allez lire ces évangiles et vous allez voir que la légende de Véronique n'est pas dedans non plus.
C'est une légende qui n'apparaît nulle part, c'est une légende orale, qui naît, semble-t-il, vers le 7e siècle, et qui donne à l'existence un personnage que nul autre ne décrit que cette légende. Il fallait trouver, par rapport au Mendélion, qui présente le visage, dit-on, du Christ, il fallait trouver une explication. Et cette explication est apparue à travers cette légende. Écoutez, c'est stupide, vous avez un gars qui va se faire crucifier, il est sur un chemin de croix, il porte une croix, il se plante, et il y a quelqu'un qui vient pour lui essuyer le visage. Il n'y a pas autre chose à faire. Quand on réfléchit un peu, voilà, je crois qu'il fallait expliquer comment le visage était apparu, et voilà, on a trouvé cette explication. Véronique n'a jamais existé, vous allez voir, on va en parler. Et puis, le Suaire, effectivement, enfin le Mendélion, est passé de Jérusalem à Édesse. Personne ne sait pourquoi. À Édesse, il était conservé dans les murs d'enceinte de la citadelle d'Édesse parce que la ville était assiégée. On l'a oublié pendant plus d'un siècle. Et c'est lors d'un nouvel assaut, beaucoup plus tardif, un siècle et demi plus tard, qu'on a retrouvé le linceul tout à fait par hasard. Alors la légende raconte que la lampe qui éclairait l'endroit où se trouvait le linceul brûlait toujours. Voilà, après un siècle et demi, j'ai un doute. Le linceul a été récupéré, et puis il est arrivé à Constantinople. Et à Constantinople, on a effectivement des écrits historiens qui racontent l'arrivée du Mendélion à Constantinople. Et puis on le perd. On perd lors de la prise de Constantinople par les croisés en 1204, et voici le schéma. Donc il aurait quitté Jérusalem pour aller à Édesse. Édesse à Constantinople, ça on en est absolument certain. Et puis on perd. Et l'hypothèse, c'était que les Templiers qui avaient mené cette croisade, qui aimaient beaucoup les reliques, s'en seraient emparés pour en faire une vénération qui leur était privée. Et donc, on dit qu'il a été transmis à Athènes, où se trouvait un des sièges des croisés, et puis on perd. On le perd, on ne sait pas ce qu'il devient. Cette partie-là de l'histoire, aujourd'hui, a une réponse que je vous donnerai tout à l'heure. Voici, vous connaissez tous, Barcelone, la Sagrada Familia. Vous savez que c'est une architecture qui a été créée par le Gaudi, par Antonio Gaudi. Gaudi est mort avant de voir son achèvement, et pour cause, elle n'est toujours pas achevée aujourd'hui, mais elle est en bonne voie. Et il y a différents artistes qui se sont exprimés. Je trouve que celui-là, c'est le portail d'entrée de la Sagrada. Ce n'est pas le portail d'entrée des touristes, c'est l'autre. Mais qu'on peut voir simplement en sortant de la cathédrale. Je trouve qu'il est splendide. D'une part, vous avez ici un Christ en croix qui présente effectivement l'aspect que devait avoir un personnage qui meurt en croix, qui meurt crucifié. Il n'a pas la tête sur le côté, il a les jambes fléchies à peine, il a les bras hyper tendus. La personne qui meurt dans cette situation meurt effectivement dans une crampe qui affecte tout le corps et qui empêche que la tête tombe d'un côté ou de l'autre. Ça, on peut en parler longuement, ça m'intéresse beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ici le crâne qui rappelle la mort d'Adam, et puis là des casques qui rappellent les cheminées, les hauts de cheminée de la Pedrera, pour ceux qui voient, qui est l'inspiration gaudienne, et puis ici le Christ qui est à genoux, et là, regardez, Véronique est la seule qui ne présente pas de visage. Traduction par celui qui a réalisé cette sculpture du fait que Véronique n'a pas de visage, puisqu'elle n'existe pas. Et puis ce fameux suaire. Il y en a beaucoup des suaires, des suaires du Christ. Il y en a un au Vatican. On voit une grosse tache. Je l'ai vu de près, j'ai eu l'autorisation, on voit vraiment une grosse tache. On voit rien, en fait. C'est un tissu relativement ancien, mais le Vatican refuse qu'il soit analysé. Il y a le voile de Manopello, qui se trouve à Manopello, et qui est un voile, en fait, c'est très spécial. C'est un tissage de soie de mer. Vous voyez les filaments qui émettent les coquillages quand ils sont dans l'eau, c'est de la soie de mer. Il y a peu de gens qui savent la tisser. Il y en avait en Sardaigne, il y en avait à Sienne. Il y a un tissage en soie de mer, c'est le voile, on l'appelle le voile de Manopello, qui présente le visage du Christ, représenté visiblement, ça semble être une peinture, mais on peut encore en discuter. Et puis il y a le suaire d'Oviedo. On y viendra aussi, le suaire d'Oviedo. Il y en a plein des suaires. C'est un peu comme les morceaux de la vieille croix. La vraie croix, la vieille croix. La vraie croix. On dit toujours que si on les rassemble tous, on reconstitue la forêt de Senlis. Donc, voici une miniature. Mais allez, on a vendu des larmes du Christ, des larmes de la Vierge, du sang du Christ. Hein, il y en a eu là. Il y en a même encore un Bruges. On a vendu du lait de la Vierge. Allez. Des langes du Christ. Tout ça a été vendu. Ça s'appelle la simonie. Elle a été interdite par l'Église.
Ceci, c'est une miniature que l'on date avec beaucoup de précision, 1190. Et ce qui est très intéressant dans cette miniature, qui fait partie de ce qu'on appelle le codex de près, regardez ici, tu appelles Jésus de près, regardez ici, c'est la mise au tombeau, le corps est loin, avec des onguents divers et variés, la mire, la l'ouest, la saponine. Et puis le travail doit être arrêté parce que les sabbats commencent, donc on arrête de préparer le corps. Ce qui m'étonne, c'est qu'on présente un homme, c'est un travail qui était plutôt délaissé aux femmes, car toucher un corps mort était impur. Enfin, quoi qu'il en soit, ici vous avez l'ange qui apparaît, les 3 femmes qui vivent au tombeau, et les linges, autonai, comme dit l'évangile en grec, qui sont pliés, pas tous, mais certains sont pliés, dans le tombeau. Regardez le tissage ici de ce tissu, il est en arête de poisson. Et je vais vous prouver tout à l'heure. Mais regardez, il y a encore beaucoup plus intéressant que ça. Ce sont les traces que l'on voit là. Ça fait les traces de brûlure de l'incendie d'avant 1532. On les situe en 1190, cette enluminure date de 1190, elle démontre, à mon sens, que celui qui a réalisé cette enluminure a eu accès d'une manière ou d'une autre aux suaires de Turin, sinon je pense qu'il n'aurait pas pu inventer le tissage, allez à la rigueur, mais ici les traces qui se trouvent là et qui n'ont pas de sens en soi, pas de raison d'être là, sinon d'avoir vu le vrai linceul de Turin. Je ne dis pas qu'il est vrai, je dis que c'est le vrai linceul qui se trouve à Turin, pas un autre. Et puis j'ai un ami qui s'appelle Pierluigi Baima Bologna et qui était, parce que malheureusement il est décédé, professeur de médecine légale à l'université de Turin, qui était parfaitement à l'aise aussi bien en français qu'en italien. J'ai travaillé avec lui sur le linceul et c'est lui qui a eu l'idée de faire comme on fait avec les empreintes digitales. Avec les empreintes digitales, on doit faire des comparaisons entre une empreinte qu'on trouve sur une trace de crime, sur une scène de crime, et puis une empreinte qui est maîtrisée, c'est-à-dire dont on connaît celui qui la possède. Donc imaginons qu'on imagine c'est moi qui ai tué quelqu'un, qu'on trouve mon empreinte sur la scène de crime, on a une fiche signalétique avec mes empreintes à moi et on compare. Et si on arrive à X points de similitude entre les deux empreintes, on peut dire ok, c'est une empreinte de Boxo. Et bien ici, il s'est dit on va faire la même chose, on va aller au-delà du nombre de similitudes qu'il doit y avoir pour les empreintes digitales, on va faire la même chose entre le visage du Christ dans l'art byzantin, vous le voyez là, c'est un visage qui apparaît à peu près au Xe siècle, jusque-là le Christ était imberbe, il était à la romaine ou à la grecque, imberbe avec des cheveux courts. Et puis à partir du Xe siècle, on voit qu'il y a un virage qui s'opère dans l'art, et en tout cas dans l'art byzantin, puis qui va toucher le reste de la chrétienté. Et il dit, ben voilà, il y a 16 points de convergence entre le visage tel qu'il est présenté dans l'art byzantin et le visage qui apparaît sur le linceul de Turin. Ça, c'est Luigi, c'est Pierluigi Baima Bologna qui l'affirme, et objectivement, il en a fait la démonstration. Alors, à partir de là, et jusqu'à l'an dernier, on n'avait aucune idée de ce qu'il était devenu. Et les fantasmes les plus divers, les plus variés avaient couru, et notamment, je vous l'ai dit, que les chevaliers de l'ordre du Temple le possédaient et en faisaient une vénération qui leur était propre, qui leur était privée, qui n'était pas accessible à d'autres qu'à eux. C'était une possibilité. Connaissant l'ordre du Temple un petit peu, je pense que c'est plausible. C'est plausible. Et l'ordre du Temple disparaît lorsque les chevaliers lorsque l'ordre est détruit par le roi et par le pape. Alors, c'est peu après qu'on voit apparaître à Lirey en Champagne le linceul de Turin. Et là, à partir de 1350, on sait que c'est lui, on ne l'a plus perdu. Il a fait l'objet de vastes débats. Dès qu'il apparaît en 1350 à Lirey en Champagne, dès qu'il apparaît dans la famille de ce monsieur, il s'appelle Geoffroy de Charny, dès qu'il est là à la vénération des fidèles et qu'il y a des pèlerinages qui se développent, l'évêque du lieu se plaint au pape en disant « on présente un faux, on abuse les gens ». Dès le départ, dès qu'il apparaît, cette idée apparaît elle aussi. Alors, qui est Geoffroy de Charny? C'est le porte-étendard du roi de France. Et le porte-étendard du roi de France, c'est, si vous voulez, le maréchal, c'est le chef des armées. C'est intéressant à savoir, mais on va voir pourquoi. Il irait, c'est en Champagne, c'est un trou perdu qui se trouve là, et dans lequel je suis allé. Pour voir, on m'a dit qu'il n'y avait rien à voir. Eh bien, je peux vous confirmer qu'il n'y a effectivement rien à voir. Mais j'ai quand même voulu y aller, parce que c'est important. On va sur les lieux. Je suis médecin légiste, je dois voir. Donc je vais sur les lieux pour voir, et là j'ai vu qu'il n'y avait effectivement rien à voir. Il y a juste une plaque qui indique que le linceul s'est trouvé là un moment, puis c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors, le linceul, à suite à des pérégrinations dont
dont je vous fais l'économie. Le linceul arrive à Chambéry, c'est-à-dire qu'il est acheté par la maison de Savoie. La maison de Savoie avait son chef-lieu à l'époque à Chambéry, et puis son chef-lieu est passé de Chambéry à Turin, raison pour laquelle le linceul aujourd'hui est à Turin. Pour un peu, il aurait été en France si la maison de Savoie était restée en France. Il arrive en 1454 à Chambéry, et c'est un petit peu plus tard, 1532, qu'il a failli disparaître dans ce fameux incendie qui a touché la chapelle. Voilà la chapelle, et là, vous voyez qu'il y a une niche derrière le maître-autel, là voici, en agrandissement, en plus près plutôt. Cette niche, c'est celle qui contenait le linceul. Donc, le feu a pris, et la niche a été atteinte, vous voyez qu'elle était fermée en fait par des grillages, on voit encore l'empreinte des grillages par-ci par-là, et il a failli clairement disparaître lors de cet incendie en 1532. Et puis il y a Jean-Christian Petit-Fils qui s'en mêle. Alors Jean-Christian Petit-Fils, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un historien brillant, il a fait beaucoup d'études et beaucoup de recherches historiques. Par contre, si vous achetez un jour ce livre qui vaut vraiment la peine sur le plan historique, ne vous fiez pas trop à ce qu'il raconte sur le plan médical. Alors, les historiens reprochent aux médecins, comme à Philippe Charlier par exemple, qui est un médecin légiste, anthropologue, médico-légal, de ne pas se tourner vers eux pour aborder le problème histoire de leurs enquêtes historiques. Et moi, je pourrais reprocher aux historiens de ne pas demander à des médecins légistes plutôt que de raconter des couilles. Hein, parce qu'objectivement, il y en a quand même quelques-unes dans le bouquin. Mais par contre, sur le plan médical, je lui ai dit, elle est au courant, et je l'ai interviewé pour la radio catholique francophone. Bon, on va mettre les choses au point, je suis athée, ça va? Je crois pas en Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que je suis incapable d'y croire. Voilà. Et c'est très clair, dans mon esprit, c'est hyper clair. J'ai fait cette conférence à la demande de l'évêque de Liège. Il faut le faire, ça. L'évêque me demande de venir faire la conférence. Et je lui dis, écoutez, je vous voyais encore à l'époque, écoutez, il y a quand même un prêtre dans votre église qui s'intéresse beaucoup à l'inceul du Turin, je vous propose qu'on la fasse ensemble. Ce prêtre est un prêtre de l'opposé, que je m'entends à merveille. Il sait que je suis athée profond. Il m'a dit, écoute, chaque curé doit avoir son athée, chaque athée doit avoir son curé, je te propose qu'on soit ça l'un pour l'autre. J'ai dit ok. Et depuis là, bah, ça se passe plutôt bien. Et donc, on fait la conférence ensemble, la cathédrale était pleine à craquer, ça intéresse à mort les gens, visiblement, de savoir ce qu'il en est au sujet de ce linceul. Et donc, me voilà sur Radio Catholique Francophone, tout le monde sait que je suis athée, mais ça ne les dérange pas, et on interroge en direct, il est à Paris, nous on est à Liège, on interroge Jean-Christian Petit-Fils. Et c'est à la fin, évidemment, quand on n'était plus à l'antenne, que je dis, écoutez, il y a un ou deux petits détails médicaux là qui ne vont pas bien, vous êtes inspiré, je sais qui vous êtes inspiré, c'est un médecin, d'accord, c'est un chirurgien, bon, c'est pas un médecin légiste, il n'a jamais vu un mort, pratiquement, donc voilà, il y a des erreurs à tel et tel endroit, et je vais rendez-vous avec lui à Paris, un de ces quatre, c'est à fixer, parce que sa femme est un peu malade, pour faire les corrections. Comme quoi, il est capable. En 1247, Baudouin de Jérusalem, j'ai dû le mettre, c'est le roi de Jérusalem, le cède, moyennant argent évidemment, à Louis XI, pas Louis IX, mais à Louis XI. Louis XI est un des successeurs forcément de Louis IX, hein, sinon il n'y aura pas Louis XI, et il le dépose dans la fameuse Sainte-Chapelle que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, il faut vous brouiller d'y aller parce qu'elle est juste splendide, qui se trouve à Paris. C'est une chapelle qui a été construite par le roi Louis IX, dit Saint-Louis, pour abriter les reliques de la Passion qu'il avait achetées à grand prix à différentes personnes qui en vendaient, et notamment la couronne d'épines, qui était la première relique qui est arrivée là-bas. Bon, à la Révolution, évidemment, tout ça a été un peu détruit. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais la couronne d'épines existe toujours. Elle se trouve dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle a échappé à la furie révolutionnaire, elle a échappé aussi à la furie du feu qui a ravagé la cathédrale il n'y a pas si longtemps. En 1348, 101 ans plus tard, Philippe VI, le roi de France, le donne à son porte-étendard, donc au maréchal de France, c'est pas Geoffroy de Charny. Il le lui donne. Pourquoi? Parce que ce Geoffroy de Charny avait envie, très croyant, d'avoir un objet religieux d'importance par lequel il pouvait faire un pèlerinage dans son fief, c'est-à-dire à Liray en Champagne. Et c'est comme ça que ce linceul, finalement, est arrivé à Liray. Ce qui veut dire que si Philippe VI l'a donné, et Jean-Christian Petit-Fils certifie, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, qu'il a trouvé les traces dans des documents d'époque,
dans les documents du trésor de la Sainte-Chapelle, où l'on voit que dans une boîte à tiroir se trouvait en surface un linge qui représentait le visage du Christ et à l'intérieur du tiroir un autre linge qui représentait une image d'un corps devant et derrière. Clairement c'est le linceul, et de toute façon c'est que c'est le linceul, puisque c'est la pièce que Geoffroy a obtenue. Donc il se trouvait effectivement dans le trésor de la Sainte-Chapelle, et maintenant on connaît et on sait quels sont devenus, depuis la prise de Constantinople par les croisés en 1204, ils ne s'en sont pas emparés d'après Jean-Christian Petit-Fils, et au contraire, Jérusalem l'avait conservé jusqu'à le céder, moyennant argent, au roi de France. En 1793, mais ça c'est une hypothèse, c'est Petit-Fils qui dit ça, lors de la terreur, donc lors de la terreur révolutionnaire, 1762-1793, selon les sous-Robespierre, c'est l'époque aussi de 1793 où tant Louis XVI que Marie-Antoinette sont décapités la même année, Louis XVI le 21 janvier et Marie-Antoinette en octobre. C'est à cette époque-là que le Madelon est détruit. C'est aussi à cette époque-là que l'on va vider, véritablement vider, les sépultures royales de la basilique Saint-Denis et les jeter à la fosse commune. Bref, c'était une belle époque. Et ici, le sieur de Turin évite tout ça d'une certaine manière, puisque j'ai toujours le suaire, je devrais dire le linceul, mais j'y arrive pas. C'est inscrit dans ma mémoire comme étant suaire, alors que c'est un linceul, on est bien d'accord. Il échappe à cette fureur révolutionnaire grâce au don qui en a été fait quelques siècles plus tôt par un roi envers son vassal. Il arrive à Turin en 1578 et il est cédé à l'Église catholique en 1983. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était le pape Jean-Paul II. Et le voilà à Turin, il reste là. C'est pas parce qu'il est cédé à l'Église qu'il quitte Turin. Il reste à Turin. Il est conservé dans la cathédrale de Turin, où il va, là comme ailleurs d'ailleurs, subir, si on peut dire, enfin, en tout cas, être à l'origine de très nombreuses ostensions. On appelle ça des ostensions, c'est-à-dire le fait de le montrer en public. Donc il a été extrêmement manipulé, il a été montré en public, il a souffert d'un incendie. C'est pas un tissu qui a été gardé au fond d'un tiroir et auquel on a pu toucher pendant tous les siècles qui se sont déroulés. C'est un tissu qui a objectivement été maltraité. Alors il a failli encore disparaître en 1997 dans un incendie, et là c'est assez marrant, parce que les pompiers qui sont intervenus certifient, le pompier qui a brisé la vitre, parce que vous voyez, il était ici derrière une vitre blindée, et le pompier qui a brisé la vitre a dit qu'il avait entendu des voix qui lui avaient enjoint d'aller sauver le linceul de Turin. Alors moi, ce qui m'épate, c'est qu'il n'y a pas une trace de fumée à cet endroit. Je ne pense pas qu'il ait été beaucoup menacé. N'empêche, c'est l'histoire embellie, hein, que l'on connaît, c'est l'histoire merveilleuse, c'est l'histoire miraculeuse, c'est mignon. Et là, vous voyez qu'il se trouve à l'intérieur d'une boîte, et je vous le donne en mille, la boîte est en argent. Comme quoi, on n'apprend pas nécessairement des affaires du passé. Pierluigi Bologna, ici, et là, ce grand spécialiste du linceul. Le linceul était roulé à l'intérieur de cette boîte que l'on vient de voir, il était roulé autour d'un, ici je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est de la soie rouge. Il avait été cousu sur une toile qui le renforçait, la toile dite de Hollande, et aujourd'hui, pour le protéger, il est à l'intérieur d'un caisson dont tout est contrôlé, aussi bien le niveau d'hygrométrie que la température, que l'exposition lumière, et que même la composition de l'ambiance de ce caisson. Il a été produit et offert par la firme Bagnères. Et c'est une fabrique de médicaments. Et le monsieur Guaïla, c'est le cardinal qui est le custode, donc le gardien du suaire. Qui se trouve quand vous rentrez dans cette église qui est la cathédrale de Turin, qui est objectivement très moche. Hein. En Italie, on a l'habitude d'autres choses. Pour ceux qui sont allés à Rome, à Florence, à Venise, c'était toutes les villes italiennes. Hein. Il y a des très belles cathédrales. Là, par contre, j'étais un peu surpris, je ne voulais pas croire, c'est la cathédrale si. Enfin, quand je dis très moche, à mon goût. Elle n'a toujours pas été reconstruite, hein. Il y a toujours en tout cas, pas quand j'y suis allé, ça commence à dater. La dernière fois que je suis allé, c'était en 2010. Et puis là, quand vous rentrez dans l'église, vous avez le cœur, avec le maître-autel, à gauche, vous avez cette structure avec aux armes de la maison de Savoie. Ici se trouve le fameux caisson, recouvert d'un drap, protégé par une vitre. Il faut un petit canon pour casser la vitre. Objectivement, c'est un coffre-fort, cette affaire-là. Même si l'église s'effondre, lui, il reste intact. C'est prévu, et c'est vraiment très très bien fait, en tout cas sur le plan télé. Et puis en 1898, il y a un Gus qui s'est dit qu'il allait le photographier. Alors la photographie apparaît au début du 19e siècle, elle se développe. On passe d'abord par une photographie en daguerreotype, enfin ça évolue. Et puis on arrive à une photographie telle que l'on ne la connaît plus aujourd'hui. Nous, oui,
les plus de 50 ans, on se souvient encore des négatifs photographiques, hein, la photographie dite argentique. Les jeunes, nos enfants, ne connaissent plus la photographie numérique, c'est pas du tout pareil. Et quand vous leur parlez d'un négatif, vous regardez avec des yeux comme des vies. Et c'est là que vous dites, putain, j'ai vieilli. C'est comme avec les téléphones à cadran. La première fois que je montrais ça à mon gosse, je ne dirais pas que je vais raconter, mais il a mis ses doigts dans les trous pour faire le numéro de téléphone. Bref, la photographie apparaît début 19e. En 1870, la photographie judiciaire se développe, c'est-à-dire qu'on commence à prendre des photos des scènes de crime, mais surtout des gens qui sont interpellés par la police face profil. Ça, c'est venu un peu plus tard, face profil. Mais la photo commençait à se développer dès 1870. Et puis, on a là des gens qui avaient de l'argent et qui avaient des appareils photographiques. C'était quelque chose. S'il fallait développer ses photos soi-même, etc., c'était vraiment quelque chose. Il fallait être riche, quoi. C'est un avocat qui s'appelle Segundo Pilla, le voici, qui en 1898 prend la première photographie avec cet appareil photo-là. Et c'est pas une blague, c'est celui-là. La photographie a pris 20 minutes de pause. Fin de journée. Pourquoi fin de journée? Pour éviter toutes les variations thermiques qui font que l'air se déforme. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un des mirages d'ailleurs. Donc, il a 20 minutes de pause, il prend une photographie, la voilà. Elle va faire un tollé. Un tollé, pourquoi? Eh bien parce que cette image que l'on voit là, en positif, on a l'habitude de la voir, c'est bon, quoi. On sait. Mais en négatif. En négatif, à l'époque, personne ne sait, et surtout pas le public. Donc on a crié au miracle. On a crié au miracle en disant que c'était Dieu qui avait voulu que les gens des temps futurs, 1800 ans après la mort du Christ quand même, aient une trace de l'existence de ce Christ. C'était conçu comme un miracle. Oui, mais pour certains c'est un miracle, et forcément pour d'autres c'est une manipulation grossière. Il faut confondre ce faussaire. On fait venir un biochimiste de Paris, qui ne fait pas en mode italien, mais c'est pas grave, il se débrouille, et il fait un rapport prouvant que les solutions qui ont été utilisées pour réaliser la photographie sont parfaites et qu'il n'y a pas de manipulation, que l'image est vraie. Il n'empêche que Segundo Pilla, avocat, sera sali. Et qu'il va devoir attendre 1931 avec des photographies qui sont prises par Giuseppe Enrie pour voir son honneur libéré. Il avait une septantaine d'années lorsque, en 1931, Giuseppe Enrie fait 27 photos, dont celle-là, qui, elle, a objectivement fait le tour du monde. Et Giuseppe Enrie, quand il prend ces photos, dit c'est drôle. On a l'impression que voilà le négatif et que voilà le positif. C'est son opinion, je vous la livre. À vous de vous faire la vôtre. Quoi qu'il en soit, cette image a véritablement impressionné. On peut le dire. Et à partir de là, le linceul a été décrié dans tous les sens. Voilà l'image en positif, voilà l'image en négatif. Voilà la face antérieure, on va y revenir. Vous voyez que les genoux sont fléchis. Vous voyez que les mains couvrent le sexe. Vous voyez qu'il y a une plaie au côté. On va revenir sur tout ça. On a déjà commencé avec les mains qui couvrent le sexe. Là, ça m'amuse toujours. Vous allez rentrer chez vous, pas maintenant, tout à l'heure, après avoir bu un verre là. Il y a monsieur le chef de zone de la police de Seringue dans le coin, donc méfiez-vous. Il m'a déjà dit qu'il était prêt à mettre en tôle, donc ça démarre bien. Vous couchez, vous mettez dans votre lit, vous couchez sur le dos, et vous tentez avec vos mains de le mettre sur votre sexe. Vous allez y arriver, hein, tout le monde y arrive. Mais vous allez devoir soulever les bras. Ça veut dire que votre coude va devoir se séparer du lit, sauf si vous avez un lit qui... Vous voyez, les matelas ne sont pas bien. Bon, il faut soulever des bons matelas. Vous allez devoir soulever les coudes, sinon on n'y arrivera pas. Et si vous y arrivez sans soulever les coudes, c'est que vous avez vraiment des très longs bras, ou un thorax court, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est des petites malformations, c'est pas grave, mais c'est pas le cas de monsieur. Celui-là, il n'a pas cette malformation. Alors, on m'a dit, oui, mais c'est normal, on lui avait mis des petits morceaux de bois sous les coudes. Mais pourquoi faire? Personne ne savait que l'image allait apparaître. C'est débile comme explication. Ça tient pas la route comme truc. Ça marche pas. Eh bien, en fait, imaginez qu'on crucifie quelqu'un. Bon, vous imaginez bien, hein. On l'a eu sous le nez pendant des années, tous les crucifix qu'on a vus, on imagine. Imaginez qu'on crucifie quelqu'un, ça veut dire qu'on va lui mettre des clous, non pas dans la paume des mains,
Parce que si vous planquez des clous dans la paume des mains, le corps, il ne va pas rester sur la croix. Il va se décrocher, il va tourner autour de l'axe des pieds, il va venir se casser la figure sur le sol, et il va mourir d'une fracture du crâne. Donc, c'est certainement pas ça. Et les Romains sont objectivement des gens sérieux. Hein? On peut le reconnaître ça. C'est un supplice qu'ils ont été piqués en Mésopotamie. On pense qu'ils venaient peut-être d'Inde, mais on n'est pas certain, c'est une théorie. En tout cas, ils venaient de Mésopotamie, c'est sûr. Et puis, ils l'ont bien utilisé à Rome. Et ils ont l'habitude, hein. La révolte de Spartacus, c'est 6000 personnes qui ont été crucifiées le long de la voie à pied. L'incendie de Rome sous Néron, on s'en peut plus tard, c'est pas grave. L'incendie de Rome sous Néron, c'est des chrétiens qui ont été récoltés, on va dire ça, placés sur des croix entre le centre de Rome et la montagne de la colline du Vatican, et qu'ils sont donnés un peu de lumière, pour les enduits de poids, il leur a foutu le feu. Donc ils ont une bonne maîtrise, quoi. Pierre Barbet est un chirurgien français de Paris. Il écrit un bouquin qui s'appelle « La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon un chirurgien ». Bon, quand vous lisez « Notre Seigneur Jésus-Christ », vous savez déjà que le type est croyant, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, à l'intérieur du livre, il y a des prières, il y a de tout, et c'est tout à fait son genre. Mais il a quand même fait des expériences intéressantes, scientifiquement parlant, et qui valent la peine, et qui sont objectives. Il a fait quelque chose que si moi je fais, je me retrouve dans les jours de monsieur le commissaire, ça c'est garanti. Il a pris des cadavres et il les a cloués par les mains au mur. Bon, si je fais ça, c'est foutu. Hein. Je vais me retrouver à l'ordre des médecins, on ne va pas me rater. Donc, il les a cloués au mur, et ce qu'il a constaté, c'est qu'au bout d'un certain temps, et même un temps certain, les clous sortaient des mains, parce qu'il n'y a rien pour les retenir. Voilà, CQFD. Et il retrouvait les cadavres par terre. Donc, les clous étaient en fait plantés dans le poignet. Et vous allez voir ça tout à l'heure, je vous montrerai. Sur la croix, le gars qui a les clous plantés dans les poignets et dans les pieds tire sur ses bras pour pouvoir respirer. Le corps est projeté vers l'avant, c'est logique, et la respiration se fait avec énormément de difficultés. Et cette respiration aboutit à un moment donné au fait que on ne capte pas assez d'oxygène dans l'air, parce que c'est pas bien respiré, et il y a beaucoup de CO2 qui reste à l'intérieur de l'organisme. Résultat, le sang devient acide à cause de l'augmentation du taux de CO2. En médecine, on appelle ça une acidose respiratoire. Une fois que cette acidose du sang apparaît, c'est pas un pH de 1.5, il ne va pas faire des trouilles, hein, mais ce pH est plus acide. Une fois que le pH sanguin est devenu acide, le pH de la sueur l'est aussi. Retenez bien ça parce qu'on va en parler. Ici, il tire sur ses bras. Nos articulations d'épaule ne sont pas faites pour cet exercice. Et ceux qui ont déjà vécu des luxations d'épaule savent que la luxation d'épaule est antérieure. Sur la croix, c'est ce qui se produit. À force de tirer, les épaules peuvent, il semble que ce soit le cas ici, se luxer vers l'antérieur. Et bien voilà, vous l'avez votre morceau de bois. Hein. Les épaules sont en intérieur, les bras d'un coup arrivent effectivement à hauteur des organes génitaux. Et voilà pourquoi on ne voit pas les organes génitaux de ce personnage réputé être le Christ. C'est bien dommage, j'avoue que ça manque pas. De dos, on va y revenir, mais vous remarquez que les jambes sont fléchies et les pieds par contre sont bien tendus. Il est raide, le gars, il est vraiment raide. C'est pas une attitude telle qu'on voit, j'ai l'habitude de le voir le mort, hein. Bon. C'est pas une attitude typique d'un mort, c'est un mort avec il est complètement rigide. Or, ce n'est sans doute pas une rigidité cadavérique, en tout cas si on suit l'évangile, c'est pas une rigidité cadavérique. C'est une rigidité qui est due effectivement à l'action, bon, je vous sortir des détails, mais de cette acidose respiratoire. Lorsque les nazis, qui n'étaient jamais à court de bonnes idées pour faire souffrir les gens non plus, voulaient faire souffrir, une des choses qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils avaient un stock, c'était de prendre les poignets des gens, de les suspendre à quelques centimètres du sol, les bras tirés vers le haut, il se passait exactement la même chose. Et donc, la mort sur la croix, ou la mort de cette manière-là, c'est pas le fait d'avoir des bras tendus vers le haut, c'est pas le fait d'avoir des mains clouées, encore que ça fait mal, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vraiment la douleur qui va naître de cette acidose respiratoire, qui est un peu comme une crampe. Tout le monde a déjà eu une crampe au côté, vous voyez ce que c'est? Et bien c'est la même chose, mais c'est pour tout le corps. C'est juste atroce. Et ça fait mourir. Voilà pourquoi, peut-être, en tout cas, à moins qu'ils soient en rigidité, mais sachez pas le dire, les genoux sont fléchis, ils ne sont pas complètement tendus, et les pieds sont complètement en extension. Oui, je me trompe dans photographies en couleur qui sont prises en 2000, et puis il y a encore eu
sont pas top, les photographes. On voit bien le sang qui est très rouge. Alors, on s'est beaucoup posé des questions sur le fait que le sang était très rouge. Et en fait, on s'est rendu compte que cette toile était traitée à l'amidon. Et l'amidon a pour effet, effectivement, de rendre le sang particulièrement rouge et même lustré. Donc, on ne s'en étonne pas. Mais par contre, pour ce qui est de l'apparence du visage, on ne joue plus sur les contrastes, on joue sur les couleurs, moins sur les contrastes en tout cas, et le visage est nettement moins beau que sur des photographies prises presque 100 ans plus tôt. Alors, voilà le mode de tissage avec l'arrêt de poisson. Regardez, suivez la ligne, vous montez, vous redescendez, vous montez, vous redescendez, et ainsi de suite. Vous avez là le mode de tissage dit en arrêt de poisson, qui est connu depuis très longtemps, parce qu'on en trouve dans des tombes antiques de 2000 ans avant le Christ. Donc c'est un mode de tissage qui n'est pas exceptionnel, c'est un mode de tissage assez banal, mais connu à l'époque du Christ, ça c'est sûr. On a des fibres coton, on n'a pas de laine. Et je me suis demandé pourquoi on faisait cette réflexion. Là, j'en parlais avec des amis, dont un qui est rabbin, et qui m'explique, ben écoute, c'est pas compliqué, sur les métiers à tisser juifs, on ne peut pas tisser sur le même métier à tisser de l'animal et du végétal. Il faut deux métiers à tisser différents. La laine est animale, le lin, le coton sont végétaux. Et puis si on fait de la criminalistique et on y arrive avec des différentes techniques qui sont loin d'être banales, on peut utiliser celle-ci qui est une lampe de Wood dont je me sers notamment pour l'exploration des ossements et qui, lorsque vous appliquez une source de chaleur, donc lorsque vous brûlez un tissu, va montrer une zone clairement ici de couleur plutôt rose. Et sur le suaire de Turin, on avait l'idée, c'était l'idée d'aucun, que quelqu'un avait réalisé une sculpture style bas-relief en métal, qu'il l'avait fait chauffer, et puis qu'il avait simplement appliqué sur le linceul pour produire une brûlure corée, et que l'image serait donc due à l'application d'un métal chaud, très chaud, qui aurait été capable de produire ces légères brûlures de surface du linceul, en tout cas du lin. Et la lampe de Wood nous a montré qu'il y a un flou, mais un flou qui couvre toute la toile. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à l'incendie. Mais qu'à la hauteur, en tout cas, des régions où se trouve l'image, il n'y avait pas de différence avec le reste du linceul. Quant à la fluorescence aux rayons X, vous connaissez les rayons X, vous savez qu'on fait des radios, que les rayons X traversent le corps sauf à hauteur des os, c'est pour ça qu'ils apparaissent, parce qu'ils sont compacts, c'est pour ça qu'ils apparaissent blancs sur la radiographie. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Eh bien, vous devez savoir que les rayons X sont souvent utilisés aussi dans ces techniques-là pour mesurer la densité d'une substance, d'un tissu, d'un endroit sur un tissu. Et ici, cette densité qui s'exprime, puisque plus le tissu est dense, moins le rayon passe, quand on utilise ce système, on devrait voir s'il y a eu un ajout de la peinture, du crayon, de n'importe quoi, qui aurait pu produire l'image telle qu'on la voit, eh bien, on aurait dû voir un ajout, c'est-à-dire une densité plus importante. Eh bien, ce n'est pas ce que l'on voit en fluorescence aux rayons X, donc on peut penser qu'il n'y a pas d'ajout. Et effectivement, en spectroréflexion, on voit qu'il n'y a pas de pigment, qu'il n'y a pas de colorant, on voit que le jaunissement du lin est différent selon les régions qui n'ont pas de spécificité particulière, et en spectrométrie, on constate qu'il y a effectivement du sang. Ce sang a été étudié. Il est étudié par Emma Bologna, parce qu'à partir du moment où on a dit il y a du sang, évidemment, il y a plein de gens qui ont dit ok, mais c'est du sang animal, c'est pas du sang humain. Donc on va vérifier. C'est ce que Emma Bologna a fait, je vous le montrerai tout à l'heure, et je vous donnerai la solution tout à l'heure. Et puis on a fait des bandes adhésives. Alors des gens de la police judiciaire fédérale dans la salle, et les bandes adhésives, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ça prend un temps de pièce sur un cadavre, quand on fait ça, c'est 2 heures faciles pour les déposer, les relever et les maîtriser. C'est des bandes que l'on pose sur le corps, ici sur le lin, et qui permettent de partir avec ce qui est détachable, ce qu'on appelle des microtraces. Et parmi les microtraces, eh bien, on verrait que l'on a trouvé notamment des grains de pollen, et on va y revenir. Donc l'image en soi, on sait que doit être vue de loin pour qu'elle soit perceptible, je vous l'ai dit. On sait qu'il n'y a pas de pigment, que ce n'est pas une peinture. On sait qu'il n'y a pas de contour, ce n'est pas un dessin. On sait qu'il n'y a pas de substance étrangère, ce n'est pas un décalque. Si on avait, on l'aurait vu avec la fluorescence aux rayons X. On sait que l'application de métal chaud, la lampe de Wood nous a montré que ce n'était pas possible. On voit qu'il n'y a pas de direction dans les traits. Et par contre, comme je vous l'ai dit, ce peut être dû à l'action de la sueur acide qui produit une oxydation acide des groupes carboniques des fibres de lin. Et ça, en laboratoire, on a réussi à le faire. Donc, avec une sueur acide, on a réussi à créer une altération des fibres de lin telle qu'on la trouve sur le linceul de Turin. C'est la seule technique qui aujourd'hui est fonctionnelle.
et qui est donné une image. Mais une image qui est grossière. Elle est moche. En fait, c'est une tâche. Jusque maintenant, on n'a pas encore réussi à créer, même avec ce système, qui pourtant fonctionne, on n'a pas encore réussi à créer une image qui soit aussi visible, aussi claire, aussi nette que celle du suaire. Alors, plusieurs choses. La coloration n'est pas profonde, elle ne traverse pas la toile. Donc, quand vous regardez la toile par derrière, on ne la voit pas. Elle atteint 10 à 20 microns d'épaisseur de fibre et elle atteint des fibres qui se trouvent entre d'autres fibres jusqu'à 125 microns de profondeur, pas au-delà. Elle est en 3D et comme je vous l'ai dit, elle est due à la dégradation de la sueur. Chose intéressante, il faut plusieurs années avant que l'image n'apparaisse. Donc si c'est le linceul du Christ, code non, si c'est le linceul du Christ, celui qui s'en est saisi n'avait pas l'image. Il a dû attendre 2-3 ans pour la voir apparaître. En laboratoire, on sait la faire apparaître plus vite, mais ce sont des techniques de laboratoire qu'à l'époque, on n'avait pas. Sur ma table à moi, d'abord les anthropologues se sont exprimés en disant, voilà, c'est un homme, ça, pas de doute, hein. Il a des biceps, il n'a pas de seins, il a des pectoraux enviables, il est tracé, comme on dit, hein, clairement, et c'est un homme. À moins que ce soit une femme à barbe, mais c'est plutôt un homme. Il fait entre 175 et 1m80, 1m78 et 1m80. Pourquoi est-ce qu'on a cette hésitation? Parce que les genoux sont fléchis. Avec le genou fléchi, voilà, et on n'a pas exactement le talon. On a le pied qui est complètement à plat. Et par contre, on peut évaluer effectivement le poids, puisqu'on a des tables qui nous disent qu'un homme moyen, ou plutôt comme lui, bien bâti, à 1m78 fait plutôt 77 kg, 1m80 fait plutôt 79 kg. Alors, les anthropologues nous disent qu'il a 35 ans environ, et là, je ne sais pas comment ils font, j'ai l'impression qu'ils ont quand même été un petit peu influencés par l'idée que ce pourrait être le Christ. Alors des blessures, il y en a beaucoup, on a déjà parlé de l'une ou l'autre, il y en a plein en fait, et je peux vous en montrer, il y en a au niveau du visage, une plaie du cuir chevelu, il y en a même plusieurs, on en trouve une ici, une là, une là-bas, encore une là, ce sont des plaies qu'on appelle en Sénégal punctiformes, c'est-à-dire qui saignent doucement. Ce sont toujours des filets de sang, et on les voit les filets de sang ici sur les plis du front, cette espèce de psilone, 3 dans le sens-ci, psilone dans l'autre sens, et puis là vous avez des écoulements qui se font dans les cheveux. Alors, très souvent on me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les oreilles? C'est vrai, pourquoi on ne les voit pas? Parce que les cheveux devant. Oui, mais d'habitude les cheveux ils tombent. Oui, mais pas là. Pourquoi pas là? Parce qu'ils sont pleins de sang. Les cheveux pleins de sang, j'ai un type qui meurt avec la tête dirigée vers le bas. Et il avait de longs cheveux. Le sang s'est écoulé dans les cheveux sont restés très raides. Hein. Quand je l'ai couché sur le dos, j'avais des cheveux qui tenaient pratiquement à la verticale. Et c'est ce qui se passe ici. Si vous avez quelqu'un qui meurt avec la tête en bas, avec les cheveux bourrés de sang, c'est ce que ça va donner. Et tout ce que l'on voit ici, c'est du sang. Donc, c'est plausible. Et alors, à ce moment-là, vous ne voyez pas les oreilles. Sur ma table d'autopsie, je prends une douchette et je passe la douche sur le visage. Vous voyez les oreilles qui apparaissent puisque le sang disparaît. C'est peut-être ce qui s'est passé là. D'aucuns décrivent une fracture du nez, je ne suis pas sûr. Une plaie nasale est ici. Un hématome du visage, on a un peu partout des hématomes. En fait, la supérieure et même inférieure, on voit qu'il y a eu des coups qui ont été portés. Mais le plus intéressant que ça, c'est ici. Quand le Christ meurt, il y a un évangéliste, un seul, c'est Jean, qui décrit qu'un soldat a planté sa lance dans son côté. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça, le soldat? Parce que Nicodème est allé trouver Ponce Pilate en lui disant il est mort. Ponce Pilate se dit il est mort bien vite. On va quand même envoyer quelqu'un pour vérifier. Et de toute façon, on fait les contrôles. Le soldat est arrivé, il ne lui a pas brisé les jambes. Pourquoi? Parce que s'il était déjà mort, ça ne servait à rien de lui briser les jambes. Pourquoi est-ce qu'on brisait les jambes? C'était presque un acte de condescendance de la part des Romains. C'est à partir du moment où les jambes étaient brisées, ça faisait mal, ça, nul doute, mais surtout il n'avait plus à respirer du tout, donc il mourrait très vite, plutôt que de le laisser souffrir encore sur la croix. Les Romains, c'était pas des gens... c'était l'époque, hein. C'était l'époque. Et puis ici, il s'agissait de contrôler qu'il était mort, mais non pas de le faire mourir. Et pour contrôler qu'il était mort, un soldat a pris sa lance et l'a planté dans le flanc. Alors il y a toute une histoire après, avec ce soldat qui est d'abord un soldat, qui est devenu un centurion, qui s'est converti au christianisme, évidemment, parce que sa lance a transpercé le côté du Christ, il ne pouvait pas faire autre chose. Il s'appelait Longinus, il y a même un saint Longinus maintenant, enfin ça c'est l'histoire de l'Église, ça ne nous concerne pas. Mais l'évangéliste dit, le soldat a planté sa lance dans le côté, il ne dit pas lequel, il passait gauche ou droit.
on ne va pas lui en faire l'opprobre, hein. Et il en est sorti du sang et de l'eau. Alors ça, c'est une super observation. Vous pouvez lire les évangiles tant que vous voulez, vous ne trouverez jamais rien de scientifique dedans, hein, c'est de la foutaise ça. Mais par contre, ça, c'est une observation scientifique. C'est une observation qui a été faite par quelqu'un qui devait être là. Donc, du sang et de l'eau, pendant très longtemps, et Pierre Barbet, dont on parlait tout à l'heure, ce chirurgien qui a écrit le bouquin sur les crises dont s'est inspiré Jean-Christian Petit-Fils, 1950, Pierre Barbet écrit que le sang dans le corps après la mort sédimente. Sédimenter, ça veut dire que les globules rouges et les globules blancs, les gros morceaux quoi, qui se trouvent dans le sang, se trouvent dans les parties les plus basses. Et que le plasma, c'est-à-dire de l'eau avec pas mal de choses dedans, mais beaucoup d'eau, surnage, il se trouve au-dessus. Ça s'appelle sédimenter. Et dit, ben voilà, quand la lance atteint le cœur, elle a touché le cœur, c'est normal, il en est sorti d'abord du sang et puis de l'eau. Oui, mais non. J'ai autopsié 3000 personnes, le sang ne sédimente pas dans le corps. Ça n'existe pas. Quand il s'écoule par terre, il sèche, il ne coagule pas, contrairement à ce qu'on dit. Le sang coagule dans le corps parce qu'il a besoin d'un apport, et une fois qu'on est mort, ben, l'apport n'existe plus, donc c'est plus possible, il faut un débit. Ça, c'est aussi une histoire. Mais clairement, ça ne vient pas d'une sédimentation. Il faut autre chose. Le Christ a ramassé plein de coups sur la croix. C'est décrit, pas sur la croix, pardon, avant. Il a été flagellé. C'est décrit dans l'Évangile. Et c'est même rapporté, je ne sais pas si vous avez ce film qui s'appelle Passion de Mel Gibson. Pour toi. Mais le gars qui ramasse les coups, il meurt là, hein, il ne va pas sur la croix. Hein. Il ne bouge plus. Il bouge plus. Il y a tellement de sang par terre, le corps est lacéré dans tous les... Il ne bouge plus, le gars, c'est pas possible. Il exagère, le Mel Gibson. Ok, il a la foi, il a envie de la manifester. D'accord, il va quand même un petit peu loin. Et puis, c'est pas bien renseigné non plus, je vous montrerai comment tout à l'heure. Et pourquoi surtout. Alors, regardez la lance, elle rentre là. Et là, vous avez une plaie, en médecine égale, qu'on appelle une plaie piquant tranchant. C'est-à-dire un bord qui est tout à fait net, ici une extrémité que je distingue pas bien, mais c'est typiquement ce qu'on peut avoir avec un coup de couteau, un coup de poignard ou un coup de lance. Le sang qui se trouve ici est éternalisé. Il contient très peu de sang. Beaucoup de bilirubine, beaucoup de sérum, c'est du plasma. C'est un écoulement post-mortem. Alors d'où vient ce plasma? D'où vient cet écoulement puisque le sang ne sédimente pas? Et prenez des coups. Les gens qui ramassent des coups sur le thorax, qui meurent, j'en ai eu un il n'y a pas si longtemps, un glacier qui a été tué, à Saint-Nicolas, qui a été tué par des gamins. Il a été tué à coups de manche de brosse, ils l'ont fracassé, mais dans tous les sens. À l'intérieur du thorax, il y avait plein de ce liquide dans la cavité pleurale qui est entre le poumon et la paroi. Pourquoi? Ben justement à cause des coups. Ce sont les coups qui font qu'il y a un exudat plasmatique qui se fait dans la cavité pleurale. Et ce que l'évangéliste décrit, ben c'est ça. L'eau qui coule en premier normalement, et puis le sang. C'est une très belle observation. Alors on peut lui reprocher de parler d'eau. Hein. À l'époque, on ne connaissait même pas le sang ou à peine, donc clairement c'est déjà pas mal. Donc ici, on a fait l'analyse, c'est Bernard Bologne qui l'a fait aussi, qui montre qu'effectivement, on a du sérum, beaucoup de sérum, très peu de sang, et beaucoup de bilirubine, avec des globules rouges qui sont assez déformés. Regardez les bras, plutôt les avant-bras. Regardez ici, le sang s'est écoulé le long de l'avant-bras, pratiquement jusqu'au coude, et là, il s'écoule, et puis il y a une inflexion. Et il s'écoule dans l'axe du membre, et puis il fait une oblique. Clairement, vous avez un bras ici, c'est le bras droit qui est beaucoup plus vertical que le bras gauche qui est beaucoup plus oblique lors de la crucifixion. Ce sont des détails, et des détails, et encore des détails, il y en a plein, à travers tous ceux-là, vous en avez. Ici, vous avez l'empreinte des traces, on voit mieux encore, hein, les écoulements dont je vous parlais. Ici, vous avez l'empreinte du passage du clou qui se trouve effectivement dans le poignet. Si on s'en fout un peu, ça aussi, c'est pas très intéressant. Et puis, on a toutes les lésions du dos. Toutes les lésions du dos, on a aussi des lésions antérieures, il y en a. J'ai compté 120. Je ne suis pas sûr d'avoir compté 120, je vais vérifier ce que les autres avaient compté en fait. Et ce sont des lésions qui étaient données avec des fouets que vous en voyez ici. Ce sont des fouets, typiquement ceux qu'avaient les Romains. Il y a des fouets avec des lanières en cuir qui se terminent par une petite haltère en plomb la plupart du temps, et avec lesquelles on frappe. Alors regardez bien, c'est super intéressant ça, moi j'adore. Je vais descendre. Regardez ici les coups. Si vous suivez l'axe des coups, vous voyez un axe qui va d'ici en haut vers le bas et qui est relativement oblique. Là, vous avez un axe, par contre, qui va depuis le haut, mais qui est beaucoup plus transverse, vous voyez. Cet axe-là est plus droit que celui-là, qui est plus oblique, qui est plus penché. Là, vous avez un frappeur qui est plus grand que celui qui est de l'autre côté.
Et celui qui est de l'autre côté, c'est tellement vrai. Il n'a même pas tapé en haut parce que c'est le demandé des efforts, il a plutôt tapé en bas. Et les gens qui sont là sont pratiquement de celui qui se trouve de ce côté-là du corps. Et c'est pas fini. Regardez les deux traces que vous avez là. On les voit mieux quand on les entoure. Après, ça frappe. Souvenez que le Christ a porté sa croix. Regardez tous les chemins de croix du monde. Ça fait ouvrir. D'abord, il y a Véronique qui est là, ça ne pas. Je les photographie. Chaque fois que je rentre dans une église, je cherche Véronique. Et je la prends en photo. J'ai une collection de Véronique, c'est incroyable. Et puis, et vous voyez que le Christ porte sa croix, mais vous voyez une croix complète. Alors la croix complète, c'est un piquet qui est planté dans la terre qu'on appelle un stipes, c'est son nom. Et vous avez une autre branche, j'allais dire, un morceau de bois, qu'on appelle le patibulum. Et le patibulum, c'est le morceau de bois sur lequel les clous des poignets sont plantés. Et il se cloue pas sur la croix, mais il s'emboîte sur le sommet du stipes. Donc les croix, c'était des T. Elle nous apparaît comme étant, non pas un T, mais une croix, parce que Ponce Pilate avait fait rajouter un petit quelque chose au-dessus, un écriteau. Ce qui était écrit, enfin on l'a traduit par Inri. Inri, c'est dire Jesus Nazarius Rex Judeorum. Donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça racontait, ça fait partie de l'histoire. Donc, le bonhomme qui amène sa croix, il n'amène pas toute la croix, il amène le patibulum. Alors vous allez me dire, ça va, ça fait quand même 40 à 50 kilos, c'est pas... Et ça frotte sur le dos. Et ben voilà, les zones de frottement, vous les voyez là, c'est plausible. Il y a plein de trucs, c'est incroyable. Le sueur du terrain, c'est... Waouh. Ben, le linceul, j'y arriverai un jour, j'arriverai un jour à le dire. Et puis on a des taches de sang qui ont été étudiées par Vladimir Bologna, comme je vous l'ai dit, dans les années 80, et qui vont des globules rouges humains, de sang A, B, c'est-à-dire le receveur universel et non pas le donneur universel. On a du sang antémortem, je vous en ai montré, et on a du sang postmortem sur les écoulements, que je vous ai montré aussi, à hauteur ici du flanc, avec un écoulement qui s'est fait alors que la personne était couchée dans le linceul, puisque le sang s'est écoulé dans le dos, ici, vous voyez. C'est-à-dire, là vous avez la tête, là, et vous voyez d'ailleurs tout autour du crâne des tas de saignements qui correspondent à ces saignements punctiformes dont je vous parlais. Ici on est dans le cou, dans la nuque, voilà la colonne vertébrale dorsale, là on est dans la lombaire, et la lombaire fait un petit creux, c'est ce qu'on appelle la lordose lombaire, et c'est ce qui donne un beau cul. Et donc, à cet endroit, il y a ce petit creux, ce petit pont, le sang vient s'accumuler là, et c'est là qu'on le trouve justement par un écoulement passif à partir de la plaie du côté droit. Il y a de l'ADN. Il y a de l'ADN. Alors, avec mon pote de l'OUZI, on fait la conférence ensemble. Je lui dis, écoute, je vais te poser une question qui va t'embêter. Et comme j'ai pas envie de t'emmerder, je te la pose avant. L'ADN, il vient à moitié de papa, à moitié de maman. Je dis, puisque le Christ est fils de Dieu, bon, je suis volontiers ce méchant, mais en même temps, c'est une vraie question. Puisque le Christ est fils de Dieu, c'est le concile Nicée-Constantinople qui en a décidé, hein, c'est un concile qui avait été demandé par Constantin, 325 je crois, je peux vous me tromper, mais c'est 320 quelque chose. Ce concile de Nicée a conclu que le Christ était consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même substance que lui, bref, Dieu. D'où l'idée de la Trinité, etc. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans, ça ne nous intéresse pas. Mais, moi bien. Je dis, est-ce que ça veut dire qu'on aurait l'ADN de Dieu? Et il m'a regardé avec des yeux ronds, en disant, écoute, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Et c'est vrai, c'est une question impie. Je suis bien d'accord avec vous. Et je lui ai dit, écoute, si elle t'ennuie, je ne te la pose pas. Il dit, non, non, pose-la. J'aurais trouvé une solution. D'accord. Donc, je lui dis, bon, je peux te la poser. Pose-la. Il me fait réponse. Écoute, Philippe, je n'ai pas d'autre réponse que c'est un miracle. Et ce n'est pas l'idée. Alors, on a des traces ADN sur le suaire qui sont diffuses, c'est-à-dire qu'on en a un peu partout, il a été manipulé par plein de gens. J'imagine qu'en plus, vu la pièce que c'est, les gens ont voulu l'embrasser, et la salive est extrêmement coûteuse ADN, et quand elle a séché, l'ADN peut se conserver des siècles. Je rappelle qu'on a quand même l'ADN de Ramsès II, hein, donc on peut vraiment le conserver longtemps.
Et puis on a dans les taches de sang l'ordre de l'ADN, mais qui est vraiment très détruit, très cassé, jusqu'à 323 paires de bases, avec un ADN qui doit en faire des millions. Objectivement, il est vraiment cassé, quoi. On ne saurait rien en faire, et l'idée de Didier Van Coelaert, dans un bouquin qui s'appelle L'Évangile selon je ne sais plus qui, comment? Non, c'est pas celui-là. Il imagine que le Christ, on le clone, et qu'il devient nettoyeur de piscine en Californie. L'Évangile de Jimmy. Merci. Je suis pas allé jusqu'au bout tellement ça m'énervait ce bouquin. C'est pour ça que je parle d'une titre. Pourtant, j'aime bien Didier Van Coelaert, il vient de sortir un bouquin sur l'insolence des ménages, que je vous recommande vivement. Très beau, très bien fait. Bref, le cloner aujourd'hui, c'est pas possible. Et demain, qui aurait dit qu'en 1987, un bonhomme qui s'appelle Alec Jeffries allait trouver le moyen, via l'ADN, d'identifier quelqu'un? Et pourtant, c'est la technique aujourd'hui qu'on utilise le plus, et c'est devenu la reine des preuves en matière de criminalistique. Qui y aurait pensé? Qui aurait imaginé qu'un jour on pourrait faire la photographie? Qui aurait imaginé un jour que les Français l'ont même pas voulu, ils l'ont nié pendant tout un temps, que les empreintes digitales, c'est en 1870 qu'on les découvre, et qu'elles nous identifient. On a fait des tas d'avancées, des tas de progrès en criminalistique auxquels on n'aurait jamais pensé un siècle, 2 siècles, 3 siècles avant. Donc clairement, peut-être qu'un jour, on arrivera à le reconstituer, mais malheureusement, je pense que nous ne serons plus là. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu. On a des traces de terre, et ça tombe bien, il y en a sur le nez, il y en a évidemment sur les genoux, il y en a évidemment sur les pieds. Et on a découvert que ces traces de terre contiennent forcément du carbonate calcique, on ne va pas autrement, mais qui contiennent de l'argile du strontium dans des tombes qui sont similaires aux tombes antiques de Jérusalem. Alors, les tombes antiques de Jérusalem, ce sont des tombes qui sont creusées dans les collines qui entourent Jérusalem, c'est de la craie, c'est du calcaire, et donc ça se creuse assez facilement. L'idée à l'époque du Christ, c'était qu'on conservait tous les membres de la famille dans la même tombe. Comment? Eh bien, on entrait le défunt, on le mettait dans un linceul, sur une petite, pas une table, sur l'équivalent d'une table qui est gravée dans le roc, quoi, hein. Il est déposé là, on ferme l'outil, et puis on attend qu'il pourrisse. Une fois qu'il est bien pourri, on récupère les os. On les met dans un ossuaire et la place est libre pour le suivant. Et ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'en septembre. En 70, Titus, qui est le fils de Vespasien, qui est général à l'époque, il sera ensuite empereur. Vespasien, c'est le mec de Vespasienne, hein, c'est celui qui a créé l'épissoire. Hein. Un nom qui est associé à ça, moi je ne trouve pas, mais enfin bon voilà. Chacun a la postérité qu'il peut. Et dans son cas, je préfère pas en avoir. Et donc, l'idée, c'est que Titus détruit le temple de Jérusalem, c'est la diaspora, et il n'y a plus d'enterrement qui se déroule à l'intérieur de ces cavités. Alors, on trouve évidemment ce taux de strontium d'argonite de fer, le même sur les pieds du supplicié qui se trouve dans la linceul que dans les tombes antiques de Jérusalem, mais on n'est pas dans la série des experts. Dans la série des experts, quand ils vous trouvent une trace de terre, elle vient toujours d'un endroit précis. Au monde, il n'y a que celui-là. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Ces taux-là, il faut reconnaître qu'on peut aussi les trouver ailleurs. Et puis il y a des pollens. Et là, les pollens nous causent un énorme problème. Un énorme problème parce que l'étude a été faite, et elle a été faite en différents endroits. Je peux vous un petit rond. C'est les endroits où M. Max Frey a prélevé des grains de pollen. En tout cas, il a déposé les banquettes adhésives, il a recueilli les banquettes adhésives, il y avait des grains de pollen dessus, il les a analysés. On est fin des années 70. Il les analyse et il produit ces images-ci en disant voilà les grains de pollen que j'ai trouvés sur le suaire. Et d'autres personnes qui ont une compétence dans cette matière lui ont dit, bon, enfin, c'est quand même dommage, spécial, pardon, qu'après presque 2000 ans, on trouve des grains de pollen intacts. Et il répond, ah oui, non, c'est pas ceux que j'ai trouvés sur le suaire. C'est ceux auxquels j'assimile, ceux que j'ai trouvés sur le suaire. Ah oui, mais ça, c'est pas comme ça qu'on fait de la science. On montre d'abord ce qu'on a trouvé, et puis ensuite on pose des hypothèses, et puis ensuite on conclut, et de préférence avec une grande prudence. Ce qu'il n'a pas fait. Alors, comme cette expérience n'a pas été menée de façon très scientifique et rigoureuse, on s'est dit on va la refaire. Oui, mais M. Frey est mort. Et ce qui détient les banquettes, c'est sa veuve. Et sa veuve, elle ne veut pas les aider. Avec le linceul, c'est comme ça.
il y a des morceaux de cette affaire partout. À croire qu'il y a eu plusieurs linceuls, parce que vu tous les morceaux qu'il y a, on a un peu surpris. Et vous avez de temps en temps des trucs qui sortent, là, des articles scientifiques qui vous disent « J'ai analysé le linceul et j'ai trouvé que... » Mais tout à ça, toi? On a un peu donné depuis longtemps, tout à ça. Et ici, Madame Frey a refusé de donner Bandel, qui, normalement, aurait dû être restitué par M. Frey à l'Église, qui n'a jamais fait. Il faut dire que plusieurs fois, l'Église s'est fait entuber. Hein. Clairement, c'est pas de blague. Je crois qu'ils ont quoi de déçu. En tout cas, si on suit les conclusions de M. Frey, je vous ai dit qu'il fallait le prendre avec une certaine réserve, parce que je suis pas bien sûr que l'étude a été correctement faite, puisqu'on ne peut pas le vérifier. Il étudie et il voit 58 polyniformes, 17 Européens, c'est logique, il est en Europe depuis un moment, et 40 qui ne sont pas européens. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il identifie ici des grains de pollen qui n'existent qu'en Judée, dont celui-là, et celui-ci en plus ne fleurit, enfin pas fleurit, pardon, ne pollinise qu'à Pâques. Et pas mal. Et celui-là n'existe plus depuis le XVIIe siècle. Donc l'étude des pollens est particulièrement importante. Elle a été refaite. Alors ça, inouï. Madame Frey, qui a toujours refusé de donner ses moyens, tout d'un coup les donne à deux hommes qui font partie de l'Université hébraïque de Jérusalem et de la Duke University, leurs noms ils sont là, et qui publient, c'est un petit bouquin, je l'ai trouvé sur Amazon, donc c'est pas très compliqué à trouver, dans lequel ils font en fait la même étude que Frey, ils aboutissent au même résultat. Je ne sais toujours pas d'où vient le Bandel, je ne sais pas comment elles ont été conservées, c'est un foutoir. Si on veut faire les choses de façon correcte, il y a une procédure scientifique qu'on établit au départ, on la respecte, et on a des résultats qui sont corrects et qui peuvent être critiqués et critiquables, sinon ça ne sert à rien de travailler de cette manière. Alors on trouve aussi des, j'avance un peu parce que je cours, on trouve aussi des microtraces. Vous connaissez le lin, hein? Je horreur de ça. Vous mettez le costume en lin, vous vous asseyez dans votre voiture, ça y est, on a l'impression que vous sortez d'une soirée. Et après, vous remettez plus bonjour. Donc, c'est vraiment, une... jamais trouvé ça beau. C'est vraiment. Voilà. Et c'est vrai que ça prend les marques. Et ici, vous voyez, les inscriptions qui apparaissent quand on fait de la microspectro sur le linceul sont connues par tout le monde. Elles s'appellent les écritures fantômes. Personne ne conteste qu'elles soient là. Mais par contre, elles ont pu être mises à n'importe quelle époque. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans une écriture qui ressemble ou qui est la même que celle d'une époque donnée à une époque suivante, on ne peut pas la reproduire. Donc le fait qu'il y ait cette plaquette ne prouve strictement rien du tout. Par contre, on a fait de la microspectrophotométrie et on a fait, les chercheurs ont préparé un mélange qui contient, et le mélange est en rouge, du sang, de l'amire, de l'aloès et de la saponine, ce sont les fameux onguents, je ne parle pas du sang, je parle du reste, que l'on dépose sur le corps pour l'oindre avant l'enterrement. Et en noir, on fait l'analyse du linceul. Alors, pour bien vous expliquer, chaque fois que vous avez un pic, vous avez une substance, une nature de substance X. La hauteur du pic détermine la concentration à laquelle elle se trouve. Donc, regardez pas la hauteur, regardez les pics, et vous allez voir qu'il y a une parfaite correspondance entre le linceul et ce mélange qui avait été préparé. De la même manière, on a des images en 3 dimensions. Voilà ce qu'on a réussi à faire. On a fait beaucoup mieux, mais je ne vous le présente pas parce que j'ai quelques doutes quant à l'authenticité de ces trucs-là. Je n'ai pas encore cherché, il faudra que je m'y mette. En tout cas, voilà ce que l'on y voit. Et puis, vous avez des gens qui, en reconstruction électronique, vous disent qu'à hauteur des yeux, qui sont effectivement globuleux, eh bien, c'est pas l'œil qui est globuleux, mais il y a des pièces de monnaie. Et ils ont réussi à démontrer que sur ces pièces de monnaie se trouvaient des inscriptions Tibère, César, Éliès, 6e année de son règne, c'est-à-dire vers 29-30 après Christ, c'est-à-dire après celui qui est peut-être dans le linceul, quoi. Ça c'est marrant. Dont on s'est trompé sur la date de naissance, hein, de 6 ans, déjà. Et c'est pas tout, on s'est trompé sur beaucoup de choses. Mais voilà, c'est l'idée, il y aurait des pièces de monnaie visibles à cet endroit, je vous livre comme c'est, je n'en ai pas la preuve du tout. Bon, en tout cas, c'est publié. Et puis on a le carbone 14, alors je vais vous passer ça qui est pour mes étudiants, hein. Je leur explique ce qu'est le carbone 14, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est de la chimie. Et vous devez savoir que le carbone 14, on en a tous. Et qu'il y en a dans tous les objets. Il y en a dans toute la nature. C'est un isotope particulier du carbone. Et c'est un carbone qui se dégrade avec le temps. Il y a un neutron de trop en fait. Et ce neutron se dégrade et fait en sorte, il se dégrade sur un mode analysable puisqu'il émet une onde électromagnétique radioactive,
pas nocive du tout, mais radioactive quand même, c'est comme ça qu'on sait le mesurer, et il se transforme en azote. Donc le carbone 14 a un devenir qui est de devenir de l'azote. Le taux de carbone 14 qui est présent dans un organisme, lorsque l'organisme cesse de fonctionner, diminue. Donc l'idée de cette théorie, c'est qu'il y a dans tous les organismes vivants un taux de carbone 14 qui est constant. À partir du moment où l'on meurt, ce taux de carbone 14 va diminuer puisqu'il n'y a plus d'échange entre le mort et l'environnement. Ceci fait que le taux de carbone diminue. Comment ? 1% en 83 ans. La moitié de la quantité présente dans un corps en 5900 et des ans. En clair, je ne peux pas évaluer le moment du décès sur base du carbone 14. C'est le magistrat qui m'a demandé ça un jour. C'est une bonne idée, mais non. Non. 1% en 83 ans, et tu veux savoir l'heure à laquelle il meurt, ça ne va pas aller. Hein. Donc, c'est pas jouable. Ici, on a réalisé une étude de ce linceul au carbone 14. Et la partie qui a été prise est la petite partie tout à l'heure que je vous ai montrée. Et malheureusement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on avait l'idée que c'était un linge du 1er siècle, évidemment, hein, sinon c'est pas le Christ. Et là, on nous dit, non, non, pas du tout. L'analyse prouve que ce n'est pas cette période-là. Alors, ceux qui sont les détenteurs de l'idée que ce serait le suaire du Christ et qui voudraient effectivement qu'il soit du 1er siècle, sinon ça ne peut pas être de lui, imaginent des tas de choses. Et notamment, ils ont fait des recherches. Et ils ont démontré, et ça c'est fort intéressant, qu'une momie qui se trouve à Manchester possède des bandelettes qui, pour rappel, sont en lin, qui sont 1000 ans plus jeunes qu'elle, au carbone 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1000 ans après la mort de la momie, il y a un gus qui est venu la déshabiller et lui remettre des nouvelles bandelettes, question de la haie. Ça ne tient pas la route. Il y a un problème. Et il y a effectivement un problème avec le lin. Et le problème n'est pas... Voilà, ça c'est tout ce qu'on a démontré. Ça c'est un crâne à moi, tiens, daté de 400 après le Christ. C'est tout ce qu'on en a démontré et qui sont des arguments de ceux qui sont les détenteurs de l'idée qu'on s'est trompé en faisant du carbone 14 sur du lin. Un prof de carboniste de l'université de Louvain, dont le nom ne revient pas, a d'ailleurs clairement dit que ce n'était pas une technique à utiliser sur du lin. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Aujourd'hui, il n'est pas encore résolu. Mais voilà ce que l'on a fait. Donc, en haut, le rectangle orange vous montre la zone de prélèvement. En bas, je vous le reconstitue. La toile d'Hollande, c'est la fameuse toile sur laquelle la seule a été cousue de façon à ne pas se déliter, parce qu'il commençait quand même à fragiliser un peu. Et puis, vous avez la zone de prélèvement ici, principale, que l'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est la zone de prélèvement, j'en ai fait des couleurs pour que ce soit plus clair, c'est la zone de prélèvement pour les analyses, qui ont été réalisées par des gens qui sont objectivement de bons scientifiques. Hein. Ça n'a pas été fait par des couillons, quoi, clairement. C'est les universités d'Oxford, d'Arizona et de Zurich, et puis Alitis, une datation qui va de 1260 à 1390. Depuis lors, c'est la guerre. C'est la guerre intégrale parce que jusque-là, tout ce que je vous ai montré correspond parfaitement à la mort du Christ, clairement. Il n'y a rien qui ne correspond pas, tout correspond non seulement à ce qui est écrit dans les évangiles, tout est bon, sauf le carbone 14. Et là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on n'a pas encore résolu aujourd'hui, et que l'on ne parviendra pas à résoudre tant que les esprits ne seront pas un peu descendus de leur perchoir. Il faudra la tête froide pour pouvoir résoudre des trucs pareils, et objectivement, on n'y est pas. Alors, on a dit que les échantillons étaient trop périphériques, et là, objectivement, c'est pas idiot. Jean-Christian Petit-Fils, dans son bouquin, dit qu'il a la preuve, je ne sais pas comment il l'a, ça je dois encore discuter avec lui, il a la preuve que dans la zone où on a fait les prélèvements, il y avait du rapiessage, c'est-à-dire qu'on a mis des nouvelles fibres, des fibres plus récentes, de façon à renforcer la toile. Peut-être. On dit qu'il y a un problème de poids des échantillons, mais ça c'est idiot. Dans la formule, quel que soit le poids, 1 kg ou 2 grammes, ça revient strictement au même et elle est intégrée. Par contre, ça c'est juste, on ne sait pas du tout ce que le bain thermique, donc l'incendie de 1532, a pu apporter comme carbone. Vous savez que les incendies produisent du carbone. C'est même le but du feu, c'est de faire du carbone. Et il y a forcément du carbone qui s'est répandu sur le linceul. On l'a vu, il a brûlé. Donc c'est clair, et là, sans doute, y a-t-il une contamination. Par contre, ça, c'est de la foutaise royale. On dit que le lin est un tissu vivant parce qu'il y a des micro-organismes qui se développent à sa surface, c'est vrai, et que ces micro-organismes produisent différentes choses. Et c'est vrai, ils produisent tout ce qu'il y a. Du calcium, du kaolin, du magnésium, du fer, du silicium, etc., etc. Mais pour que ces micro-organismes puissent perturber à eux seuls le carbone 14, il faudrait que la couche
de leur production atteignent 2 à 3 cm d'épaisseur. Donc si vous entendez encore raconter ça, vous pouvez dire aux gars, c'est une grosse blague. Problème de choix des méthodes statistiques, ça, je vous laisse libre. En tout cas, il y a eu un problème, qui n'est pas raconté là. C'est que le principe qui avait été émis, accepté par l'Église et les scientifiques qui allaient faire... Ah, non, c'est moi, c'est ma faute. Je viens d'appuyer sur le bouton, voilà. Ça fait rien, vous allez pouvoir les dire. Le problème qu'il y a eu entre les scientifiques et l'Église, c'est qu'à un moment donné, on a établi un protocole. Et on a dit, on va faire de cette manière-là. Quelle manière? Les scientifiques étaient appelés à venir au chevet du linceul le jour où on allait faire les prélèvements. Le linceul avait été sorti de la crypte, là, vous l'avez vu. Il avait été amené dans la sacristie. Et dans la sacristie, on l'a découpé. 3 petits morceaux. 4 en fait. Il y en a un qui est encore conservé et qui est qui n'a pas encore été utilisé. Et ça, c'est un truc qu'ils font souvent, parce que quand j'ai réalisé l'étude de Saint-Lambert, les eaux de Saint-Lambert, il y a des fragments d'os qui sont tombés, et l'évêque m'a demandé de les ramasser. On les a ramassés pour faire des reliques, donc pour faire des reliques qui vont partir vers différents endroits de la chrétienté, ce qui est pas idiot, donc je pense qu'il en fait ici aussi. Mais avec ce morceau restant. Bon, maintenant je ne mets plus mes doigts n'importe où, mais ce que prévoyait le protocole, c'est que les scientifiques étaient là, ils étaient présents lorsqu'on découvrait le linceul, et ils partaient le jour même avec le morceau du linceul, plus un morceau de lin qui datait du Moyen-Âge, plus un morceau de lin qui datait de l'Antiquité. Et ça, c'est génial, parce que un grand principe, un grand moyen, en fait, de vérifier comment ça marche, et même si le carbone 14 n'est pas très efficace sur le lin, c'est de voir des morceaux d'âge différents. À ce moment-là, vous comparez du lin avec du lin. Et vous pouvez voir que le linceul du Turin se rapproche plus de l'Antiquité, ou se rapproche plus de 1360, donc de 1350, pardon, du XIVe siècle. Et bien ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Ils sont partis sans les échantillons et les ont reçus par la poste. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Je ne dis pas que l'Église a voulu pervertir quoi que ce soit, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle a voulu le faire, qu'elle n'aura pas fait autrement. Je ne suis pas certain que c'est un morceau du linceul qui a été confié. Vous allez me dire, oui, mais c'est des gens de l'Église. Oui, mais c'est des gens. D'abord. D'église ou d'ailleurs. Je ne leur fais pas plus confiance qu'aux autres. Donc, pour moi, la démarche scientifique, ici, n'a pas été rencontrée. Je ne dis pas qu'il faut le refaire, mais je dis que la démarche scientifique n'a pas été valable. On ne bannit pas avec un protocole. Point. Et puis, et là, c'est les Italiens. Hein. J'adore l'Italie, hein, rassurez-vous, j'y vais tout le temps. L'Université de Paris, où j'ai des amis, a un institut de cristallographie. Et cet institut de cristallographie a utilisé une méthode qui jusque-là n'avait pas encore été utilisée. Alors ne me demandez pas exactement comment ça marche, j'ai pas compris tout, et puisque je vais vous l'expliquer, on n'est pas comprendre non plus. Donc clairement, c'est en tout cas une irradiation des rayons X sur le lin. Alors tout à l'heure on a dit que les rayons X permettaient de mesurer la densité d'un tissu. Il faut savoir aussi qu'un tissu, ça vous le savez, plus il vieillit, plus il est fragile. Hein. On déchire plus facilement une vieille chemise en la mettant qu'une nouvelle. Donc un tissu est nettement plus fragile avec le temps. Pourquoi? Parce que le tissu devient de plus en plus fin. C'est ce qui se passe avec le linceul. Et donc ils ont imaginé une technique qui permettait de mesurer l'épaisseur des fibres du linceul et de les rapporter à une échelle de temps. Et ils démontrent qu'il daterait du 1er siècle avant, du 1er siècle de notre ère. C'est une technique qui est expérimentale, ils le disent. Et sitôt qu'elle est sortie, cette technique, elle a déjà été mais complètement décriée par toute la communauté scientifique qui n'en veut pas, et portée au nu par toute la communauté scientifique qui en veut, ce qui fait que cette technique est à peine née, qu'on ne va jamais savoir si elle fonctionne vraiment ou pas. C'est un peu comme avec l'hydroxychloroquine et le Covid. Alors, on peut se poser la question, et ça c'est récent, hein, c'est 2022, donc c'est à peine 2 ans, on peut se poser la question de savoir, c'est de nouveau sur la porte de la Sagrada Familia, quelle est la vérité? Et moi je trouvais génial de voir cette phrase à l'entrée d'une cathédrale. Je trouvais ça beau. Après, on donne la réponse qu'on veut, mais quelle est la vérité? Et elle ressort en doré, c'est pas moi qui ai été frotté pour qu'elle ressorte, hein, elle était comme ça. Voilà la phrase que je préfère qui parle du suaire.
Le suaire est une provocation pour l'intelligence et l'Église exhorte à affronter l'étude du saint suaire sans position préconçue. Donc, sans position préconçue, déjà, on n'a plus balader le mot saint, mais c'est pas grave. Qui tiendrait pour sûr des résultats qui ne le sont pas. Elle invite les chercheurs à agir dans les libertés intérieures et dans le respect attentionné, tant de la méthodologie scientifique que de la sensibilité des croyants. Et celui qui prononce cette phrase, c'est Jean-Paul II. Il a tout dit. On respecte les croyances, c'est une chose importante, mais en même temps, on respecte la méthodologie scientifique. Et ça, dans plusieurs endroits, à plusieurs moments de l'étude de linceul, ça n'a pas eu lieu. Alors, je vous montre une petite image que j'aime bien. C'est Kroll qui m'a dessiné, voilà. Et c'est moi, pour ceux qui ne sauraient pas. Je regarde le Christ et il dit que la médecine légale est effectivement une spécialité difficile. Je montre pourquoi, parce que le linceul, c'est quelque chose de très difficile à apprécier. Vous l'avez compris, je pense. Hein. On a des éléments qui vont dans le sens, des éléments qui ne vont pas dans le sens, et tous les arguments que l'on peut balancer trouvent toujours un contre-argument. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à manipuler. Par contre, j'ai un ami qui est historien du Moyen-Âge et qui me dit, tu sais Philippe, les faux au Moyen-Âge, ils n'ont rien à voir avec le linceul de Turin. Mais rien. On ne va jamais penser... Tu sais que dans les traités, les chartes, les traités, etc., à l'époque du Moyen-Âge, ils ne s'emmerdaient pas pour barrer une phrase, la remplacer par une autre, et faire semblant qu'il était là depuis toujours. Hein. Donc, voilà. On en est là. Voilà les faux du Moyen-Âge. C'est des peintures qui ont été faites sur bois, et ce sont des plaques de bois qui ont été déposées sur le linceul. On sait parce qu'on a trouvé par-ci par-là des traces de peinture, mais des écailles, pas dans l'empreinte, un peu partout, des écailles. Et c'est ce qu'on appelle une sacralité par contact, si j'ai bien retenu le mot. C'est-à-dire que par contact, l'objet qui a touché le linceul devient lui-même quelque part un peu sacré, il obtient un peu du sacré de l'objet en question. Je rappelle que pour trouver les reliques des saints qui étaient enterrés dans les catacombes romains, c'est le pape qui descendait des catacombes et qui disait « c'est là la relique du saint », inspirée par Dieu. Hein. Mais de toute façon, on a inventé le système par contact, c'est-à-dire que tant que le saint était dans les eaux qu'il y avait là, et bien, tous les eaux pouvaient être considérés comme sacrés eux aussi. Voilà, c'est pas con. Voilà des faux du Moyen-Âge qui n'ont strictement rien à voir avec le linceul que nous avons vu, hein. C'est le jour et la nuit. Et puis, je vais vous montrer celui-ci, je ne vais pas en parler longuement. C'est un suaire cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est un bonbon. Le suaire, c'est un voile qui entoure le visage. Le linceul lui entoure tout le corps. C'est le suaire dit d'Oviedo. Alors, c'est la différence entre les Italiens et les Espagnols. Avec les Italiens, dans 3 siècles, on parle toujours du linceul de Turin. Ça, je peux vous dire, ça va être inépuisable et j'aimerais bien ressusciter le jour où on aura une vraie solution. Mais, eux par les Espagnols, l'Église espagnole a créé une communauté de scientifiques, on aimerait bien que vous étudiez le suaire. Ce n'est pas les scientifiques qui ont demandé, c'est l'Église qui a demandé. Pouvez-vous nous faire un protocole d'étude? Le protocole d'étude a été avalisé. L'Église a demandé ça vous prendre combien de temps? 3 mois. Ok, 3 mois. Il est à vous. Ne nous l'abîmez pas. Ne nous l'abîmez pas. Et 3 mois plus tard, on a rendu linceul avec une étude qui est complète. Elle n'est pratiquement pas publiée. J'ai dû aller à Oviedo pour trouver des textes qui sont tous en espagnol. Ça va. L'espagnol médical, comme ça va. Mais on ne les trouve pas ailleurs qu'à Oviedo. Et vous avez toute la synthèse qui est faite. Et vous voyez que le sang qui est ici, c'est du sang humain de groupe AB. Vous voyez que le tissage de ce tissu est en arête de poisson, qu'il ne contient pas de fibres de laine, mais qu'il contient par-ci par-là des fibres de coton. Ouais, ça, on se rapproche quand même. Et ils ont réussi, bon, ça va prendre du temps, je vais pas le montrer, à montrer qu'il y a plusieurs positions du visage à l'intérieur de ce linceul, prouvant qu'il a été manipulé autour du visage de quelqu'un qui saignait. Voilà. Ce suaire d'Oviedo a été daté au Carme XIV de 700 après le Christ. L'Église en est restée là, c'est un objet de vénération, point. Et par rapport au linceul de Turin, chacun a la foi qu'il veut par rapport à ce tissu, et c'est vraiment un acte de foi. Y croire ou ne pas y croire, c'est un acte de foi, c'est pas un acte scientifique. Et le pape Jean-Paul II a dit, nous vénérons une image. En sourdine, il était connu qu'il croyait que c'était effectivement le linceul qui avait entouré le corps du Christ après sa descente de croix. Voilà quelques livres, si vous intéressent. Ici, Barbara Frale, c'est une dame qui est spécialisée dans les tissus, donc c'est là que vous trouverez le plus grand nombre d'éléments sur les tissus. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais moi ça m'a passionné.
Ian Wilson, c'est un historien, donc lui, il va vous parler vraiment de l'histoire du linceul, comme le fait Jean-Christian Petit-Fils. Et puis là, c'est Weimar Bolané qui a sorti ce bouquin sur une question sur le suaire, qui fait vraiment, à travers des questions précises, la synthèse de ce que l'on savait en 1990, hein, voilà, il y a eu des trucs nouveaux après, sur le linceul de Turin. Voilà, je vous remercie.